Il est 9h35, nous allons parler des refus d'obtempérer. C'est d'actualité, malheureusement d'actualité. Refus d'obtempérer, un jeune homme de 16 ans, vous le savez, est en état de mort cérébrale. Il a été hospitalisé mercredi à la suite d'une collision. Il était sur sa moto avec un véhicule de police. Ça s'est passé à Elancourt, dans les Yvelines. Pour parler des refus d'obtempérer, faut-il s'interdire toute poursuite ? Est-ce que les policiers doivent s'interdire, policiers et gendarmes doivent s'interdire toute poursuite? C'est un débat que nous devons avoir ce matin sur l'antenne de Sud Radio avec deux invités. Maître Stéphane Guesguez, vous êtes avocat au barreau de Nice. Et des Hauts-de-Seine, tout à fait. Et des Hauts-de-Seine. Et Julien Chénardi, qui est secrétaire national Alliance déléguée Île-de-France. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors un mot sur les circonstances de ce qui s'est passé à Elancourt. Vous avez des précisions? Les circonstances, elles sont simples et elles sont malheureusement assez banales aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui patrouillent à Elancourt et qui constatent un rodéo moto avec un jeune sur un deux roues sans casque. Oui. De là, ils font leur métier, qui est d'attraper les délinquants et de les interpeller. Et donc, ils vont prendre en charge ce véhicule, ils le perdent temporairement de vue, puis le retrouvent. Et au moment où ils le retrouvent, il y a un autre véhicule de police qui patrouillait également pour rechercher ce véhicule, qui arrive à une intersection et le deux roues heurte le véhicule de police. Et après, on connaît les... Sans casque. Sans casque. Sans casque. Tout à fait. Bien. Plainte déposée par les parents de l'adolescent. Stéphane Guesguez, vous n'êtes pas impliqué directement. Je ne suis pas dans ce dossier. Non, donc vous n'êtes pas dans ce dossier. Je connais pas les éléments, ce que je peux comprendre. Et c'est tout à fait normal que la famille dépose plainte pour avoir plus de détails sur les circonstances de cet accident. Je préfère ne pas me prononcer davantage sur ce dossier. On ne va pas parler sur du vent. Alors parlons des refus d'obtempérer. Ça, c'est un exemple même du refus d'obtempérer. Ces refus d'obtempérer qui parfois peuvent aussi tuer des personnes qui n'avaient rien à voir avec les faits au départ. Je pense à Tristan, par exemple, qui a été tué à Paris il y a quelques jours. Il avait 30 ans, je crois. Il a été tué à Paris il y a quelques jours par quelqu'un qui avait fui la police parce que refus d'obtempérer. C'est ça. Alors, que dit aujourd'hui? Est-ce qu'il faut s'interdire? Est-ce que la police doit maintenant, compte tenu de tout ce qui se passe après le refus d'obtempérer, est-ce que la police doit s'interdire de poursuivre celles et ceux qui refusent de s'arrêter? La question, elle est intéressante, en fait, parce que ça dépend ce qu'on veut aujourd'hui de la police. Est-ce qu'on veut aujourd'hui que la police, elle attrape les délinquants? Ou est-ce qu'on veut aujourd'hui que la police, elle les regarde passer sans rien faire? Donc, moi, je serais d'avis, effectivement, de continuer à prendre en charge ces véhicules parce que il faut aujourd'hui, dès qu'il y a une infraction qui est constatée, qu'on puisse la faire cesser. Mais si on ne le fait pas, alors à ce moment-là, c'est la porte ouverte à tout. Et dans ce cas-là, écoutez, c'est le laxisme et on laisse faire ce genre de fait et on en arrive à des drames comme le drame dont vous citez, Tristan, qui a été tué. Oui. Moi, je voudrais réagir. Maître. Et au-delà d'avoir simplement une posture qui consiste à dire qu'évidemment qu'il faut courir derrière les délinquants, on connaît les chiffres sur les refus d'obtempérer. On sait que le ministère de l'Intérieur a communiqué un ensemble, on parle de 27 000 refus d'obtempérer en France. Exact. Je ne pense pas qu'il y ait 27 000 courses-poursuites qui sont organisées à chaque fois qu'il y a des refus d'obtempérer. Les policiers, il faut le rappeler, un refus d'obtempérer, qu'est-ce que c'est? C'est une infraction pénale qui est sanctionnée de 7 500 € d'amende et d'une peine d'emprisonnement de 1 an. Les policiers, lorsqu'ils font face... Qui peut, effectivement. Les policiers, lorsqu'ils font face... L'article L 233.1 du Code de la route. Tout à fait. Les policiers, lorsqu'ils font face à un refus d'obtempérer, ils ont la possibilité d'identifier la personne qui est auteur du refus d'obtempérer. On a les plaques d'immatriculation, on a tout ce qu'il faut, on peut remonter derrière les personnes. Et au-delà du drame que vous avez cité de Tristan, il faut quand même rappeler qu'il y a eu en France des morts par les balles de la police pour des refus d'obtempérer qui sont pas justifiés, pour lesquels il y a des instructions qui sont en cours. Moi, je pense notamment. Mais vous n'êtes pas dans ces affaires, donc vous pouvez pas savoir. Si, tout à fait. Ah bon. J'ai été saisi. Je suis saisi à Nice, tout à fait, par la famille d'un jeune homme de 24 ans qui a été tué par un policier adjoint de 23 ans. Donc, il faut quand même rappeler qu'on parle d'un policier adjoint aussi. Il y a différentes questions qu'on peut se poser aujourd'hui, notamment celle de la formation. Un policier adjoint, en tout cas pour le cas du jeune Zied qui a été tué par la police, il n'avait une formation que 2 mois. Je sais que ça a changé récemment puisqu'il y a une réforme au niveau de l'institution policière. Mais même au-delà,
Est-ce que dans les écoles de police, aujourd'hui, on enseigne et on forme les policiers sur la course-poursuite? Non. On informe et on enseigne aux policiers comment gérer un véhicule qui est à l'arrêt, comment l'immobiliser, mais on ne parle pas de course-poursuite, ça ne fait pas partie de la doctrine, c'est chaque policier qui décide un petit peu selon son feeling ou selon son expérience ou selon sa façon de voir les choses, de décider de lancer une chasse ou pas. Et ça, pour moi, je pense que c'est un point problématique sur lequel il faut qu'on réponde. Est-ce qu'il y a des policiers qui s'interdisent des courses-poursuites? Alors, plusieurs choses. Oui, la première, c'est que j'entends bien Maître quand il explique qu'on peut interpeller plus tard les individus en prenant les plaques d'immatriculation, etc., etc. Sauf que je suis désolé, mais la réalité du terrain, et pour l'avoir connu moi dans le Val-de-Marne, c'est que mes collègues, lorsqu'ils constatent un refus d'obtempérer sur un 2 roues, c'est bien souvent soit un véhicule qui n'est pas homologué, donc intraçable, soit c'est un véhicule qui est volé, donc avec les plaques qui ont été changées, etc. On retrouve rarement les individus, sauf si après on les connaît par la physionomie du terrain, bien évidemment. La deuxième chose, vous me disiez ensuite concernant la formation. Alors moi je suis d'accord, effectivement, oui, il faut former effectivement les collègues au refus d'obtempérer et à la prise en charge de ces véhicules, mais les former pour que justement les individus soient interpellés. Et moi aujourd'hui, c'est ce que nous on déplore en tant que syndicat de police, c'est justement qu'il y ait une formation et que soit pris en compte aujourd'hui la problématique de refus d'obtempérer dans notre pays. 27 000 refus d'obtempérer par an, je pense que c'est suffisant pour qu'aujourd'hui on s'y intéresse et que dans les écoles de police, mes collègues soient formés au refus d'obtempérer pour pouvoir interpeller et avoir un cadre juridique derrière pour que mes collègues soient sécurisés lors de ces interventions. Alors je regardais quand même, ce qui est important, c'est la note de la Direction centrale de la sécurité publique à propos du refus d'obtempérer. Que dit cette note? Des instructions, cette note présente des instructions relatives aux règles d'intervention et de sécurité en matière de poursuite de véhicules en fuite par les services de police. S'agissant des poursuites de véhicules, la note ne fixe pas d'interdiction de principe, mais elle édicte 2 grandes règles qui doivent guider les décisions, le discernement et la proportion. Et la note liste les faits d'une grande gravité pouvant donner lieu par défaut à une course-poursuite. Fuite ou évasion d'un individu armé ayant intention d'attenter à la vie d'un tiers, auteur armé ou non d'un crime de sang, auteur non identifié d'autres crimes ou délits aggravés entraînant un préjudice corporel. On ne parle pas d'un port de casque. On parle de. C'est limité. On parle d'auteurs qui ont une posture violente avec des armes. On ne parle pas d'un jeune homme qui ne porte pas son casque. On ne va pas courir derrière un individu qui roule sur une motocross, d'après les informations que j'ai pu voir dans la presse, sur le trottoir, avec tout le risque que ça peut entraîner. Si cet individu se met à essayer de fuir et renverse une jeune femme parce que la police lui court derrière, on parle d'un port de casque, d'une amende forfaitaire. Est-ce que légitimement, on a le droit de prendre autant de risques dans un quartier pour les policiers, pour la population qui est sur place, pour un non-port de casque? Moi, franchement, je suis obligé de le dire, les policiers doivent faire preuve de discernement lorsqu'ils font face à une telle situation. Et au-delà de ça, on a quand même un jeune homme qui est mort pour ne pas avoir porté de casque et pour avoir roulé sur le trottoir. Alors, il est mort parce qu'il a percuté un véhicule de police, d'accord ? Je voudrais remettre les choses dans leur contexte. Il y a une vidéo qui est entre les mains des enquêteurs et qui montre qu'effectivement le jeune heurte le véhicule de police, ce n'est pas les policiers qui l'ont percuté. Il y a également une présomption d'innocence. Donc bref, il y a tout plein d'éléments aujourd'hui. On va pas se prononcer sur le dossier en lui-même. Qui quand même, à un moment donné, je voudrais quand même remettre les choses dans leur contexte. On a affaire à des policiers qui font leur travail et puis on a affaire à un jeune qui fait n'importe quoi sur la voie publique. Avec certes, c'est déplorable qu'aujourd'hui ce jeune soit décédé ou en état de mort cérébrale, mais aujourd'hui il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Concernant la note dont vous parlez, c'est la fameuse note 89 qui a été sortie par la DCSP et que nous contestons en tant que syndicat de police puisqu'elle vient en contradiction avec une autre note qui est une note de la préfecture de police de l'ancien préfet allemand et qui, elle, stipule que les collègues peuvent, en tout cas les policiers, peuvent prendre en charge les véhicules. On ne parle pas de crime ou délit flagrant, mais plus de discernement. Et donc, moi, je pose la question dans ce cas-là, si on ne peut pas prendre en charge les véhicules, ou en tous les cas les 2 roues, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse circuler, on fait rien, on attend, parce que ça pourrit la vie des gens. Ça pourrit la vie des gens aujourd'hui. 10h moins le quart, on va faire une pub, puis on va continuer ce débat qui est très très intéressant. À tout de suite, si vous voulez intervenir, 0826 300 300.
Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Débat autour du refus d'obtempérer avec deux invités, maître Stéphane Guesguez, qui est avocat au barreau de Nice et des Hauts-de-Seine, et puis Julien Chénardi, secrétaire national du syndicat de police Alliance, délégué pour l'Île-de-France. Il est 9h49. Je parlais du refus d'obtempérer. Effectivement, je me mets à la place du policier qui est en patrouille, qui voit que un jeune homme est à moto sans casque et ou fait pratique du rodéo et pourrit la vie de tout le monde. Même chose pour quelqu'un qui est au volant d'une voiture, hein, même chose. Que fait-il, le policier? Il a envie de l'interpeller. Et le conducteur refuse et s'en va, refus d'obtempérer et s'enfuit. Que fait le policier? Son premier réflexe, c'est de le poursuivre. C'est exactement ça. Les fonctionnaires de police aujourd'hui sont quand même rentrés. Enfin, pardonnez-moi, mais aujourd'hui, tous les policiers que je connais et tous ceux qui rentrent dans la fonction, ils le sont pour un seul et unique but, c'est quand même d'arrêter. Alors, il y en a plusieurs. Il y a également de protéger les citoyens, d'arrêter les délinquants, d'arrêter les voleurs, d'arrêter les criminels. C'est quand même. Et là, je pense qu'on est clairement dans la fonction même que d'arrêter quelqu'un qui commet un rodéo, donc qui met en danger la vie des autres et qui commet une infraction. Une infraction, il doit être puni. Pour cela, il doit être interpellé. Moi, je réponds. Qu'il débute la poursuite, je n'ai pas de difficulté sur le principe, mais lorsqu'il se rend compte que ce jeune homme est en train de se mettre en danger, et comme je le disais tout à l'heure, potentiellement en train de mettre en danger les piétons qui sont sur la route, on pourra pas même les autres usagers de la route, les cyclistes ou d'autres personnes. Le policier doit arrêter la poursuite. Il doit pouvoir, et c'est pas une forme de faiblesse que d'avoir cette réflexion et de se dire il vaut mieux arrêter la chasse plutôt que de engendrer quelque chose qui serait beaucoup plus grave, alors qu'on part. Je le répète, on parle au début d'un simple port de casque. Oui, mais le métier du policier, c'est d'arrêter un délinquant. Oui, mais on n'est pas, les policiers sont pas des Playmobil, ils vont pas aller jusqu'au bout. Lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a un danger pour eux ou pour la personne qui est poursuivie, ils doivent avoir ce discernement là de se dire on arrête. Et puis on en discutait tout à l'heure. Les policiers en France, il faut le dire, dans les écoles de police, ne sont pas formés aux techniques de chasse, de course-poursuite. La seule chose qu'on apprend à des policiers, c'est savoir se positionner lorsqu'on fait des contrôles routiers, lorsque les véhicules sont immobilisés, mais on n'apprend pas comment immobiliser les véhicules. Et au-delà de ça, au-delà de la course-poursuite, on a aussi des dispositifs d'interception des véhicules automobiles qui sont normalement fournis dans les véhicules de police pour arrêter. On parlait à l'époque de Hertz, il y a des stratégies aussi pour arrêter les véhicules. On peut pas toujours dire il faut se mettre derrière le jeune à scooter ou à moto ou à mini cross sur le trottoir et rouler sur le trottoir pour essayer de l'interpeller. Vous voulez que les fonctionnaires de police ne prennent pas de risques pour que l'individu n'en prenne pas, et vous me parlez de Hertz. Mais une Hertz, ça va crever les pneus de la moto, et je sais pas si vous faites de la moto, mais si demain vous avez un pneu qui crève à 80 km/h, à mon avis, vous allez pas survivre très longtemps. Donc il y a ça. La deuxième chose, c'est que vous m'expliquez que les fonctionnaires de police doivent avoir du discernement. J'entends bien, mais le discernement, à un moment donné, il faut aussi que la force doit rester à la loi, j'ai envie de dire tout simplement. Il faut qu'aujourd'hui la loi elle soit respectée. Quel message on va envoyer si demain on chasse pendant 200 mètres et qu'au bout de 200 mètres on s'arrête, dire non c'est trop dangereux, vous comprenez, l'individu il risque de tomber. Ce que font les Donc policiers. dans ce cas-là on fait rien, et puis dans ce cas-là quand vous avez un braqueur de banque, on n'intervient pas parce que vous comprenez, le braqueur il peut aussi blesser. Enfin on peut par extension à ce moment-là arrêter d'avoir une police, et puis on peut juste avoir des agents sans armes dans la rue qui sont juste là pour essayer de faire un petit peu de dissuasion. Bon, c'est pas le syllogisme du pire qui va vous permettre de convaincre tout le monde. Là, honnêtement, je pense pas que ce soit la solution. Le message envoyé est déplorable. On n'a pas le droit en France de heurter un véhicule. Hein. Non, on n'a pas le droit. Sauf volontairement. Un policier n'a pas le droit de heurter volontairement un véhicule. Sauf circonstances sauf légitime défense. Voilà. Sauf légitime défense. Là, il n'y a pas le cas de la légitime défense. C'est simplement un refus d'obtempérer. Oui. Voilà. Il y a d'autres pays qui pratiquent ce qu'on appelle le choc ou le contact tactique, qui est en fait du tamponnage. Mais c'est encadré, c'est dans certaines circonstances. Aujourd'hui, c'est pas appliqué en France. J'imagine que les policiers qui pratiquent le tamponnage sont formés à ça. Ils sont formés. J'imagine celui qui est au volant est formé à ça. Hein. Ils sont formés. Dans d'autres pays, tout à fait. Maître parlait de formation. Alors là-dessus, je le rejoins parfaitement. Je pense que dans les écoles de police aujourd'hui, il n'y a pas de formation spécifique pour le refus d'obtempérer. Donc au final, les collègues qui sortent d'école, ils ont la même formation que vous et moi, c'est-à-dire quoi, le permis de conduire de catégorie B. Donc,
Or, pratiquer une course-poursuite, ça demande une forte maîtrise du véhicule. Tout à fait. Ça demande de savoir conduire vite, vite, tout en mesurant les risques, enfin bon, etc., etc. Je voudrais quand même dire que les refus d'obtempérer, au-delà des tamponnages et de cette mort dont la justice estimera si elle était légitime, en tout cas si c'était un accident ou s'il y avait une faute de la part de la police, il y a aussi des refus d'obtempérer qui donnent lieu à usage des armes à feu de la police. Et ça, il faut le dire. Sur l'année 2022, on a eu une multiplication de tirs policiers qui ont conduit à des morts pour des refus d'obtempérer. C'est 1%. Au-delà du 1%, même moins d'1% des 27 000 refus d'obtempérer. Même si on est à moins de 1%, ce sont des morts en trop. Je ne pense pas que la société se porte mieux lorsqu'on a des jeunes qui se font tuer pour des refus d'obtempérer et lorsqu'on a, je pense pour le cas de Nice, au début de l'enquête, uniquement les syndicats policiers qui sont venus soutenir une version qui s'avérait mensongère, à savoir que les policiers risquaient leur vie, alors que heureusement, parce que les gens filment, on a eu les images de vidéosurveillance qui ont été des vidéosurveillance et des gens qui ont filmé, qui ont été versés au dossier, qui prouvent que les policiers, en tout cas les syndicats policiers qui disaient que le tir était justifié parce que sinon le véhicule allait écraser un collègue, étaient complètement faux et mensongers, parce que la voiture, pour parler du dossier de Zied à Nice, elle était orientée vers l'extérieur et non pas vers le policier. Et donc ça, il faut quand même le dire qu'en France, on a un vrai problème sur l'usage des armes à feu. Quand on prend les statistiques entre l'usage des armes à feu en France avec d'autres pays européens, je pense notamment en Allemagne, on voit bien qu'il y a une différence entre les deux pays, et il faut qu'on ait un vrai débat de société sur la question de l'usage des armes à feu, sur la question de la formation des policiers, sur la question de la responsabilité des policiers, et on doit dépasser le stade de la simple réaction aux faits divers. Je ne pense pas que notre société se porte mieux lorsqu'on tue des gens pour des refus d'obtempérer. Normalement, la peine, c'est 7 500 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Ce n'est pas la mort. Et d'ailleurs, on peut se poser la question pourquoi ils ne sont pas condamnés à ces 1 an d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. C'est aussi une question. Là-dessus, c'est pas ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est. Alors, ça, c'est pas à nous de prononcer les peines, mais on peut se poser la question pourquoi elles ne sont pas prononcées ces peines. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a beaucoup de refus d'obtempérer. Si on avait des individus qui étaient placés en prison, si on avait des individus qui étaient soumis à de fortes peines d'amende, comme par exemple les 7 500 € dont vous parlez, est-ce que vous pensez sincèrement peut-être qu'on aurait une réaction? En fait, je pense qu'on aurait les quelque 7 500 €, encore faut-il l'arrêter pour savoir qui est sur la moto. Mais tous les jours, mes collègues arrêtent sans dégâts. Heureusement. Sans dégâts, on arrive. Alors, pas tout le temps, parce que c'est le jeu du chat et de la souris, mais on arrive, et assez quand même fréquemment, à interpeller ces individus le jour même ou le lendemain si on les a reconnus. Et dans ce cas-là, on les défère. Enfin, en tout cas, ils sont déférés à la. Alors, parfois, ils sont même pas déférés. Parfois, ils font à peine 2-3 ans de garde à vue, puis ils ressortent. Et quand ils sont mineurs, c'est encore pire. Ils font même pas de garde à vue. Donc, en fait, ce qu'on a aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose, c'est pourquoi les peines sont pas exécutés et pour qu'on puisse justement mettre en prison ces individus qui sont dangereux. Bien, merci messieurs pour ce débat. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir accompagnés. On se retrouvera lundi toujours avec le même plaisir à 8h30 bien sûr. Tout de suite, Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent la journaliste Isabelle Iturburu qui a quitté Canal+, vous le savez, et qui sera donc l'invité dans un instant de Valérie Expert et Gilles Gansman. À toutes. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin.